juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va échanger avec l'une des pépites du triathlon français qui a la chance de côtoyer le meilleur mondial depuis les derniers championnats du monde Ironman, mais pas que. On va parler de lui, de sa carrière, de comment est-ce qu'il a découvert le triathlon et puis on va aller essayer de choper quelques tips, quelques bons conseils pour devenir triathlète. Je suis très heureux d'échanger avec Cenzino Lebo. Salut Cenzino. Salut Armano. C'est comme ça qu'on t'appelle ou en France on a plutôt l'habitude de dire Sanzino? Non, ils savent qu'on dit Cenzino. Nickel. Bon, on avait discuté un petit peu en off. Tu me disais que, comme moi, tu avais des origines italiennes, qui sont un peu plus lointaines que les miennes. Toi, c'est ta grand-mère, c'est ça? C'est ça, c'est ma grand-mère côté paternel qui est italienne. Bon, ben voilà, c'est pour ça qu'on va bien s'entendre, tu vois. On va pouvoir faire des belles choses ensemble. Carrément. Oui, mon côté italien est un peu chauvin, je l'admets. Bon, Cenzino, je te propose de commencer, comme tous les épisodes du podcast, en te donnant la parole pour savoir qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as. Enfin bref, dis-nous tout sur Cenzino Lebo. Moi, du coup, j'ai 24 ans. Je fais du triathlon depuis que je dois avoir 14 ans environ, 13 ans peut-être. J'ai commencé par la natation et petit à petit, en fait, le coach dans le club où je faisais de la natation, en étant plus jeune, m'a proposé et m'a amené progressivement à faire du triathlon. Donc j'étais au club de Saint-Cyprien, c'est à côté de Perpignan. Et c'est là vraiment que j'ai basculé à faire du triathlon en loisir. Et au début, en fait, j'ai commencé tout jeune la natation. J'ai fait les bébés nageurs et j'ai jamais vraiment arrêté la natation. J'ai commencé quand j'habitais sur Paris. J'habitais dans le 92 à Châtillon. Et c'est en arrivant du coup dans le sud de la France, quand mes parents ont déménagé, que j'ai découvert le triathlon. Je savais pas ce que c'était avant. Donc voilà. Et après, j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait du taekwondo, j'ai fait pas mal de roller en étant plus jeune aussi. J'ai fait un petit peu tous les sports, toutes les activités, sport de glisse, du skate, mais voilà, surtout de la natation. Et qu'est-ce qui a fait que t'es pas persévéré dans la natation? Parce que le club vraiment qui était propice à performer en natation, c'était Canet-en-Roussillon. Et quand on est arrivé dans la région avec mes parents, c'est vrai que ça faisait loin Canet. Et parce que j'avais pas vraiment d'ambition à faire du haut niveau en natation ni en triathlon d'ailleurs. Au début, j'avais pas vraiment cette ambition-là de faire du haut niveau et de faire beaucoup de compétitions. Je faisais ça parce que ça me faisait kiffer avec mes copains quoi. Mais j'avais aucune ambition de compétition et de haut niveau au début quoi. Alors ça c'était au début, comme tu l'as dit. Maintenant tu es plutôt sur un autre modèle justement, sur la recherche de performance, sur le haut niveau. Tu nous parles rapidement de ton palmarès? Voilà, en palmarès, je sais pas si on peut appeler ça un palmarès. J'ai pas gagné beaucoup de courses. J'ai dû en gagner 2 ou 3. La dernière que j'ai gagnée, ça devait être l'Extreme de Narbonne. C'était en septembre 2023 du coup. Et sinon après non, j'ai pas gagné beaucoup de courses. J'ai fait aussi, j'étais au club de Montpellier Triathlon en première division. On est redescendu en D2. Et du coup cette année là, j'ai signé à Évreux en première division aussi en triathlon, qui est un club normand. Moi je suis de Rouen, donc Évreux, je connais. Oui. Évreux qui est un bon club, assez réputé club, dans le triathlon. Ouais. Bon après Beauvais aussi. C'est un club assez familial, il y a une super ambiance, je pense que ça va être super. Bon, mais comment tu fais pour être au club d'Évreux tout en étant dans le sud? Tu fais des allers-retours ou c'est juste le club qui t'emploie? En gros, oui, j'ai pris ma licence à Évreux, je me déplacerai avec Évreux pour les grands prix, du coup pour les compétitions. Et sinon, non, je reste à Perpignan pour m'entraîner avec mon coach. Et dans la vie, tu fais quoi? T'es triathlète professionnel? Non. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de triathlètes qui s'autoproclament professionnels, mais il y en a très peu en vrai qui vivent pleinement du triathlon. Il y a beaucoup de bluffeurs, mais non, je vivais pas du tout du triathlon. Alors déjà, j'ai fait des études en STAPS à Montpellier. J'ai choisi le parcours enseignement, éducation et motricité, et après j'ai fait un master MEF.
Et du coup, jusqu'à cette... MEF, c'est-à-dire? MEF, c'est métier de l'enseignement et de l'éducation. Et jusqu'à cette année, donc là, j'ai arrêté de travailler en septembre. Et jusqu'à cette année, j'avais été prof contractuel, parce que j'ai pas le CAPEPS. Et avant ça, j'étais surveillant dans un collège, ce qu'on appelle AED. Et enfin, j'ai toujours travaillé, tu vois, j'ai été aussi surveillant de baignade, j'ai fait plein de petits boulots pendant mes études. Et voilà. Non, mais je suis pas du tout, du coup, professionnel. Mais j'espère et j'aspire à le devenir en ayant arrêté de travailler cette année. Tu vois, en essayant de mettre toutes les cartes de mon côté et voir où ça me mène. Alors, ça veut dire quoi, arrêter de travailler? Ça veut dire que là, tu es en disponibilité au niveau de l'éducation nationale? Ça veut dire que tu prends une période de chômage pour tester une sorte d'année sabbatique? Je prends une période de chômage pour tester pour tester le triathlon à 100%. Parce que tu vois, comme j'ai pas le CAPEPS, je peux pas me mettre en disponibilité. C'est le rectorat qui appelle les professeurs contractuels remplaçants quand il y a besoin ou quand il manque un enseignant sur un poste. J'ai pas vraiment de sécurité de l'emploi tant que j'ai pas passé le CAPEPS. Et que tu n'as pas été fonctionnalisé. C'est ça, exactement. Il y en a qui n'ont pas le CAPEPS mais qui ont été titularisés parce qu'ils ont fait 6 ans d'affilée au sein de l'éducation nationale. Et donc, il y a plusieurs façons d'être fonctionnaire. Ouais, ça doit être sympa de t'avoir comme prof de sport. Enfin, t'avais des élèves de quel âge à peu près? J'ai eu de la 6e à la 3e. 6e, 5e, 4e, 3e. Ça doit être excellent. Est-ce que tu as créé des vocations pendant ces quelques années où tu étais prof de sport? Est-ce que tu as découvert de potentiels talents en natation, en athlé, en vélo, non. En course à pied? Non, honnêtement, non. Non. J'ai pas créé de vocation chez mes élèves plus que ça. Après, je suivais le programme en fait, donc c'est compliqué aussi. Tu vois, c'est pas pour critiquer l'éducation nationale, hein, mais t'as un programme à suivre. Forcément, t'as un peu de liberté d'essayer d'adapter certaines activités, mais bon, t'es obligé de suivre certaines activités par cycle et par niveau des élèves, que ce soit 6e, 5e ou 4e, 3e. Et donc, tu peux pas faire trop ce que tu veux, et parfois les activités proposées, elles égayent pas forcément les enfants, quoi. Je suis d'accord. Après, c'est vrai que quand t'es prof de sport, si vous avez par exemple des sessions de piscine, tu ramènes les gamins à la piscine, t'as un cours qui est imposé. Après, tu dois voir quand même si t'en as un ou deux qui ont une certaine aisance dans l'eau, et puis qui vont claquer un 50 mètres plus vite que n'importe quel adulte, non? Forcément, ouais. Et j'ai pas eu la chance de faire piscine dans le collège où j'étais. Il y avait pas de piscine aux alentours. Mais sinon, j'ai fait athlétisme. Et c'est vrai quand tu vois, t'as toujours un ou deux élèves qui sont un peu au-dessus du lot, déjà très jeunes, tu vois, qui ont des facultés motrices supérieures aux autres de la classe, quoi. Et comment ça se passe quand t'es prof? Justement, on fait un peu une aparté sur le podcast Devenir triathlète, mais comment ça se passe quand t'es prof? Tu repères un gamin, alors 6e, 11-12 ans, tu repères un gamin qui a ou une gamine, tiens, allez, soyons inclusifs, tu repères une gamine qui a des facultés un petit peu motrices hors normes par rapport à d'autres, ou qui ont l'air plus doués que d'autres. Est-ce que tu prends contact avec les parents, tu leur dis oui. J'ai remarqué que votre enfant a certaines capacités, je sais pas si elle pratique déjà l'athlétisme ou la natation ou le vélo ou autre, peut-être que ce serait bon de la mettre dans un club, ou si c'est le cas, peut-être que ce serait bon de la faire évoluer dans un club d'un niveau plus, j'aime pas dire meilleur, mais peut-être un club plus formateur. Ouais, c'est possible, tu peux faire ça. Moi, ce que je faisais souvent quand j'avais des élèves qui étaient hyper investis dans la pratique, j'essayais de les orienter au début, dans un premier temps, vers l'UNSS. Donc moi, je m'occupais de l'UNSS entre midi et 2 et le mercredi après-midi. Donc l'UNSS, pour ceux qui sont pas français ou qui connaissent plus, c'est l'Union nationale du sport scolaire. Donc en gros, c'est le sport à l'école, mais au-delà des simples cours, c'est aussi la pratique sportive dans un cadre scolaire. C'est comme si tu étais en club, en fait. Tu prends plus vraiment cette... T'es là pour accompagner les enfants parce qu'ils sont là c'est eux qui ont choisi d'être là dans cette activité que tu proposes, donc c'est différent, quoi. T'es plus vraiment dans l'apprentissage et l'éducation, quoi. C'est autre. Ouais, t'as plus non plus cette posture de prof, t'as plus celle d'entraîneur, par exemple, ouais. Donc d'accompagnateur, d'éducateur sportif. Exactement, ouais. Donc en plus tu peux les amener sur des sorties scolaires où il y a des rencontres intercollèges. Ouais, c'est super sympa l'UNSS. Pour les élèves et même pour les profs. Et donc du coup, ouais, dans un premier temps, souvent je les oriente vers l'UNSS en fonction de ce qui est proposé au sein de l'établissement.
Et après, j'essaye d'échanger avec les élèves et je vois s'ils sont intéressés enfin déjà ce qu'ils font dans la vie, ce qu'ils font comme activité extrascolaire. Et après, ouais, j'essaye de les pousser à faire de cette activité en club. Bon, t'as pas récupéré des jeunes gamins dans ton club de triathlon. Non. Ça viendra peut-être. Quand j'étais surveillant, il y avait déjà des élèves donc, qui étaient au collège à l'époque, qui étaient dans le même club que moi en triathlon. Parce que du coup, j'étais dans un petit collège en périphérie de Montpellier. C'était à Saint-Clément-de-Rivière. Et donc, il y avait pas mal d'élèves qui faisaient du triathlon à Montpellier Triathlon. Donc, on se connaissait déjà et voilà. Mais quand j'ai été prof, comme je travaillais à 1 heure de chez moi, non, il n'y avait personne qui faisait du triathlon dans le club où j'étais. Ouais, plus compliqué. Plus compliqué. Toi, en tant que pratiquant du triathlon, ou même de l'une des 3 disciplines, est-ce que le fait d'être prof d'EPS, d'éducation physique et sportive, de sport, est-ce que ça t'a appris des choses? Est-ce que ça t'a permis de conscientiser certaines choses, notamment par rapport à la motricité, par rapport à l'apprentissage des gestes, par rapport à l'apprentissage des techniques, par rapport à la transmission des bonnes pratiques que tu n'aurais pas forcément conscientisé si tu avais été, entre guillemets, simplement un pratiquant? Moi, en fait, si je l'apprends un peu à l'inverse, c'est plutôt en connaissant assez bien mon corps, parce que bah voilà, ça fait des années que je m'entraîne et que j'ai fait plusieurs sports, que je me rends compte qu'un élève peut ou ne peut pas réaliser tu vois, une certaine action dans n'importe quelle activité à proposer. Et du coup, prendre un peu de recul et me dire, ouais, non, c'est parce qu'il est assez jeune. Et parce que bah, forcément, pendant tes études en STAPS, tu vois beaucoup de choses, c'est hyper pédagogique, t'as énormément de d'éléments que tu étudies, donc tu sais par rapport à tel âge que les élèves sont encore en développement, qu'ils peuvent pas réaliser ces habilités motrices et tout ça. Mais je pense que en étant sportif, triathlète, parce que déjà tu pratiques 3 sports, tu as plus conscience de certains éléments qui peuvent être réalisés ou non par l'élève, quoi. Plus dans ce sens-là. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Si, bah ouais. Donc là, tu as arrêté de travailler en septembre pour te consacrer à 100% à ta pratique du triathlon. Tu nous disais que tu vas faire de la D1, enfin, tu as fait de la D1, tu vas en refaire avec Évreux Triathlon. Et en même temps, tu nous as dit que tu avais gagné l'Extreme Man de Narbonne. Tu es aux 2 extrêmes en termes de distance et en termes de triathlon, non? Oh, 2 extrêmes, j'irai pas là. Je suis pas encore sur full Ironman, donc ça reste quand même assez rapide, entre guillemets. C'est une course qui soit dure 1 heure, soit 4 heures. Donc, ouais, c'est pas les mêmes filières, hein. Demande à un sprinter de 100 mètres d'aller faire un marathon, c'est pas la même chose, hein. Ouais, mais mine de rien, sur un Grand Prix, donc en D1, ça reste 1 heure d'effort et ça reste un effort très aérobie. T'es pas sur un effort de 5 minutes, quoi. Ouais, c'est quand même long, hein, 1 heure d'effort. Alors, c'est pas pareil, faut des qualités de vitesse, de tolérance lactique, forcément, à certains moments de la course. Mais le foncier est quand même là pour les 2 distances, quoi. Après, oui, je pense que je vais être un petit peu... Ouais, dans une certaine mesure, t'es pas au même niveau de seuil, quoi. Exactement. Et je pense que, tu vois, typiquement sur les Grands Prix, comme je me prépare beaucoup plus, en tout cas pour les distances half Ironman, il y aura peut-être des moments sur la course où je serai un peu limite, où je serai pas en contrôle, quoi. Je serai un peu secoué parce que ça ira trop vite, ou les relances seront trop fortes, ou... Après, je touche du bois, j'espère pas, mais mais oui. Mais je pense que c'est possible. De toute façon, tu le vois avec pas mal d'athlètes, même des excellents athlètes, hein. Tu prends un Blumenfeld, bon, c'est l'exception, hein, mais il est passé de l'Ironman, il revient sur le court distance. Tu vois d'ailleurs qu'il a un peu de mal sur court distance, mais ça se fait, quoi. Alors, quel intérêt pour toi de jouer sur les 2 tableaux? Pas encore l'Ironman, mais sur le 73 et sur la D1, donc c'est du super sprint, voire du distance olympique. Quel intérêt pour toi de jouer sur ces 2 tableaux? Travailler l'intensité, la vitesse, la puissance sur du très court, et puis travailler plutôt sur de l'endurance, sur du long, prendre du plaisir d'un côté et financer pour partie de l'autre. Enfin, quel intérêt pour toi de jouer sur ces 2 tableaux? Ah, comme tu l'as dit, c'est prendre du plaisir d'un côté et essayer de se financer de l'autre, parce que en France, c'est compliqué de vivre pleinement du triathlon, et encore plus si tu t'engouffres que dans la D1. Pas beaucoup de moyens, et tu vois, c'est se sortir des salaires. Déjà, faut, à moins d'être dans les 10 premiers maximum de chaque étape de D1, c'est compliqué, tu vois, en termes de primes,
ou de négocier des salaires avec des clubs. Donc le longue distance, ça m'attire aussi surtout pour ça, parce que y a beaucoup plus de sponsors, c'est pas plus facile, mais c'est juste qu'il y a un petit peu moins de densité, donc d'exister sur un longue distance, c'est plus accessible, on va dire. Et parce que j'aime bien aussi beaucoup le vélo, et il y a énormément de vélos sur le longue distance. Mais comme j'adore aussi les grands prix et la vitesse, je continue les grands prix. Alors je pense que c'est pas forcément la meilleure idée pour spécialiser sur une distance, mais j'aime bien, donc je continue à faire des grands prix par choix, quoi, ouais, par plaisir, quoi. Mais je pense que si j'écoutais mon coach, il m'aurait peut-être plus conseillé en effet de pas faire de grands prix, tu vois, et de continuer, en tout cas de se spécialiser sur l'Alf. Ouais, après, t'as aussi deux épreuves complètement différentes. Le Grand Prix, c'est un sport individuel, mais d'équipe. C'est le temps des 3 meilleurs qui va être pris en compte. C'est des déplacements en équipe, enfin, en tout cas, des regroupements d'équipes. C'est des moments passés. Là où sur Alf, t'es quand même relativement seul du début à la fin. Sur Grand Prix, c'est du drafting. Sur Alf, drafting interdit. Donc, c'est aussi presque deux épreuves complètement différentes, au-delà de la filière énergétique que tu vas utiliser. Oui. C'est clair. Mais c'est aussi pour ça que je veux continuer absolument les Grands Prix. C'est parce que l'ambiance, elle est incroyable. Moi, je me rappelle de mes déplacements avec Montpellier Triathlon. On s'éclatait, qu'on était trop contents d'être là, quoi. On était tous copains. Le coach, pareil. On passait des super moments, et c'est pour ça que je veux continuer un petit peu ça, quoi. J'ai pas envie, tu vois, de faire toute ma saison à être tout seul dans mon coin, faire mes courses. Moi, j'ai besoin aussi de vivre des bons moments avec les autres de l'équipe. Et à Évreux, je sais qu'il y a une super ambiance aussi, donc ça va être génial, quoi. Et en plus, Évreux, ils ont vraiment cette stratégie d'équipe, tu vois. Essayer de fonctionner avec un train en vélo, essayer de faire remonter les meilleurs coureurs. Il y a vraiment toute cette philosophie-là de travail en équipe pour essayer de classer au mieux l'équipe qui m'intéresse. Et donc, moi, ça m'a convaincu, quoi, de rester en première division avec un club français, quoi. Alors, revenons un petit peu sur cette transition ou cette évolution vers le haut niveau. Tu me disais qu'au début, quand tu as commencé le triathlon, c'était pas du tout ton objectif. Ton objectif, c'était de t'éclater, c'était de prendre du plaisir, d'aller faire du sport avec les potes. À quel moment tu as eu ce déclic et tu t'es dit, enfin, il y a avoir le déclic, et puis il y a avoir le déclic et se dire, tiens, c'est possible, je peux peut-être faire quelque chose. Honnêtement, ça arrivait tard, hein. Le déclic vraiment où je me suis dit, en fait, il y a 2 mois. Ouais, mais c'est pas il y a 2 mois, pas si loin en fait. Tu vois, je suis arrivé à Montpellier en STAPS en septembre 2017. J'ai fait une année comme ça, comme un étudiant, tu vois. Donc j'allais en cours, je m'entraînais un petit peu, mais c'était un peu ridicule ce que je faisais à l'entraînement, quoi. Et à la rentrée du coup 2018, je devais avoir 18 ans. Parce que je suis de fin d'année, je rencontre Aurélien Lebrun, qui a été entraîneur du coup d'un petit groupe sur Montpellier, le AL Squad Triathlon. Donc à l'époque, il y avait Émilie Morier, il y avait Louis Vicello, il y a eu Mathilde Gauthier, enfin il y a eu pas mal d'athlètes, il y a eu Jérémy Quindos aussi. Donc il y a eu tout ce petit groupe-là avec Arthur Serrière, il y a eu même Arthur Orso aussi. Donc on était tous ensemble. Plein de noms qu'on a déjà eu sur le podcast d'ailleurs. Et donc c'est entre guillemets Aurélien qui m'a un peu motivé à faire du haut niveau entre guillemets, hein, parce que je prétends à cette époque-là, même encore, enfin je prétends pas être un athlète vraiment de haut niveau et faire du haut niveau. En tout cas, j'essaye de le devenir, mais en tout cas, à cette époque-là, c'était pas du haut niveau. Et c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses sur le triathlon, ouais. Parce que moi, l'entraînement, je connaissais pas grand-chose, j'étais un peu à l'arrache. Puis tu sais, quand t'es dans des petits clubs et tout, au début, t'es pas conscient vraiment de ce que te fait faire le coach, surtout quand t'es jeune. Et moi, vraiment, j'en avais pas conscience et ça m'intéressait pas plus que ça. Enfin, vraiment, j'allais à l'entraînement pour être avec mes potes, ouais, et m'éclater. J'aimais bien faire la course, me comparer aux autres, mais c'était pas dans une optique de performance, vraiment, quoi. Et donc vraiment, quand je rencontre Aurélien en 2018, c'est un premier déclic, mais je me dis pas que c'est possible de continuer longtemps et d'essayer de faire vraiment du haut niveau, quoi. C'est plus tard. Et je pense que c'est lors de mes premières D1 que je me suis dit, bon, peut-être c'est possible si tu continues à t'entraîner, que tu lâches pas l'affaire, que tu es régulier aux entraînements. Peut-être que d'ici quelques années, ça ira mieux et tu pourras te professionnaliser.
Et quand quand je choisis de commencer avec Richard, là, il y a eu vraiment un switch. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait, que tu as envie de faire dans la vie. C'est même pas forcément du triathlon, mais c'est en fait, tu as envie d'aller, de faire plein de compétitions, tu as envie d'être le meilleur de toi-même à chaque fois, tu as envie de te donner à 100% et de te comparer aux autres. C'est pas forcément un bon état d'esprit de vouloir se comparer aux autres, d'être le meilleur et tout ça, mais c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Tu sais, je connais pas beaucoup de sportifs de haut niveau qui vont sur les compètes pour enfiler des perles. Hein. En général, ils y vont pour être les meilleurs. Hein. Mais du coup, moi, c'était devenu un peu obsessionnel. Tu vois, je voulais un peu être le meilleur et parce que je l'avais jamais été, tu vois. Et je l'ai jamais été. Donc, je pense que en fait, j'ai vraiment envie de réussir en triathlon et ça devient un peu obsessionnel, quoi. Et ça m'a fait ça après mon premier half en 2022. D'ailleurs, c'était à Narbonne. Donc c'était en septembre 2022, je fais un half. Et je me suis dit, mais en fait, t'as envie de faire ça, t'as envie de faire du long et t'as vraiment envie de faire ça pour réussir et pour performer, quoi. Donc le déclic s'est fait en septembre 2022. J'ai contacté Richard Ledlow, du coup mon coach actuel. On a pris le temps de voir quel était mon objectif à long terme, vraiment. Parce que je pense qu'il voulait pas entraîner n'importe qui, tu vois, comme ça, quoi. Donc c'était vraiment, j'ai été honnête avec lui, on a fixé des objectifs à long terme, on a vu si c'était possible ou pas, voir quelle stratégie on allait adopter pour y arriver, et voilà, quoi, c'était parti. Et en juin 2023, ouais, pardon, j'ai dit stop, j'arrête, je pars de Montpellier, j'arrête de bosser, j'arrête la fac, parce que j'étais encore étudiant l'année dernière, pas en alternance, mais je finissais mon master et à côté, je travaillais en tant que prof contractuel. Donc c'était un peu la course et j'ai dit, hop, je finis l'année. Donc j'ai tout validé. J'arrête de bosser et je fais du triathlon à 100% et je suis rentré à Perpignan, quoi, où mes parents habitaient. Pour m'entraîner du coup avec Sam, Arthur et Richard. Tu nous balances des noms. Donc ceux qui n'auraient pas compris, Richard Ledlow, le papa de Sam Ledlow. Sam Ledlow qui est un triathlète amateur, milieu, fin de classement, c'est ça ? Un débutant, quoi. Ouais. Un débutant. Alors, si vous savez pas qui c'est, vous allez sur devenirtriathlète.com, vous tapez Sam ou Ledlow et puis vous réécoutez les premiers épisodes où on a reçu Sam, qui est maintenant champion du monde sur la distance Ironman à Nice l'année dernière, à l'été 2023. Arthur Orso, qui est entraîné aussi par Richard. Comment on fait pour approcher Monsieur Richard Ledlow pour lui demander d'être ton entraîneur ? Je lui ai envoyé un message sur WhatsApp. Salut, c'est Chenzino. Non, ouais, c'est ça. Hein, je lui ai vraiment envoyé un message sur WhatsApp. Je lui ai dit, j'aimerais qu'on discute. J'ai des projets. Et voilà. En plus, je lui ai envoyé un message, je me rappelle bien, pendant que Sam était à Hawaï, l'année où il fait deuxième à Hawaï. Donc il me renvoie un message et me dit, écoute, on va laisser la course passer. Là, je suis un peu occupé et je reviens vers toi en rentrant en France. Et donc voilà. Ouais, j'ai juste envoyé un message. Après, on a échangé. Et voilà. Et on fait une petite aparté sur la famille Ledlow, mais c'est comment de s'entraîner avec d'avoir Richard comme entraîneur et puis t'as passé un peu de temps justement aux côtés de Sam aussi pour t'entraîner. Ça fait quoi d'être au contact des meilleurs et d'Arthur aussi évidemment. Bah forcément ça tire vers le haut. Hein. Déjà leur famille elle est dédiée à 100% au triathlon et à la performance. Sam il baigne dedans depuis toujours, quoi. Donc forcément. Bon, il savait même faire du triathlon avant même de savoir nager, je crois. Ouais, je pense. Si je me souviens. Non, mais je pense que ouais, ça aide. Forcément, t'as des meilleurs conseils. T'as le Richard, le coach, il sait exactement comment faire pour résoudre n'importe quel problème à l'entraînement. Il a de super bons conseils sur des choix stratégiques, par exemple pour planifier une saison par rapport à un objectif qu'on s'était fixé à long terme. Donc puis même sur tous les petits tips que tu peux avoir, hein, sur le vélo, le positionnement, il va me donner des meilleurs conseils, je pense. Et au-delà de ça, je pense qu'en France, même dans le monde, il n'y a pas beaucoup de familles qui sont vraiment dédiées au triathlon à 100%, parce que là, c'est pas que Sam, c'est vraiment la team Ledlow, quoi, qui gravite autour de Sam, quoi, et qui fait que la performance est au rendez-vous. Et tu peux le voir avec Arthur Orso, hein. Il est arrivé chez eux 1 an avant moi et
il a complètement explosé sur Ironman, quoi. Il a gagné. Explosé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire. Pardon, il a vraiment dans le bon sens du terme. Il a éclos. Tu vois, il gagne Lanzarote, il fait Sistanis, il gagne l'Embrunman. Enfin, il fait une saison parfaite, quoi. Et je pense que ça vient de là, c'est parce que ça l'a tiré vers le haut, quoi. Est-ce que toi, justement, intégrer cette team, intégrer peut-être de la rigueur, revoir les plans d'entraînement ou intégrer une certaine rigueur aussi dans les plans d'entraînement, ça t'a fait progresser, évoluer, éclore, comme Arthur ? Complètement. J'étais quelqu'un qui était très à l'arrache. Je sais pas si on peut utiliser ce terme. Mais c'est vraiment, ça me définit. Je suis un peu à l'arrache dans tout, dans beaucoup de choses. Je suis un peu freestyle et c'est vrai que l'entraînement de Richard, il est très cadré. On avait fait des tests en labo avant. Donc on s'entraîne à des zones précises et tout est planifié correctement 2 semaines avant. Donc tu peux voir sur Training Peaks par exemple tous les entraînements qui sont prévus. Et chaque entraînement vraiment apporte quelque chose. Tu vois, on fait pas un entraînement pour faire l'entraînement. C'est parce que ça a un sens par rapport à la semaine et par rapport à même aux plusieurs semaines qui s'enchaînent, quoi. Et moi c'est vrai que j'étais complètement à des années-lumière de ça, quoi. J'allais sur la piste, je faisais de la VMA à l'époque, sans vraiment conscientiser pourquoi je le faisais, quoi. Parce qu'il fallait le faire, quoi. Donc non, vraiment, ça a été bénéfique pour moi, même en natation. Je pense que je m'entraînais trop vite les années précédentes. Et du coup, j'avais une grosse résistance lactique, hein, si on peut dire, mais j'avais des seuils bas qui étaient médiocres. Et donc du coup on a identifié tout ça et ça m'a permis de progresser énormément en natation, alors que j'étais déjà en tout cas dans les 3 disciplines, c'était là où j'étais le meilleur, quoi. Ça veut dire quoi, c'était là où tu étais le meilleur ? Est-ce que c'était là où tu avais la meilleure résistance ? Est-ce que c'était là où tu avais la meilleure endurance ? Est-ce que c'était là où tu étais le plus rapide ? Est-ce que c'était là où tu te sentais le moins fatigué ? Exactement, c'est là où je me sentais le mieux. Pas forcément fatigué, mais en tout cas où j'avais le plus de qualité. Tu vois, je pense que comme j'ai commencé la natation assez jeune, même sans faire, tu vois, du haut niveau, je pense que si tu mets un enfant très jeune dans les bassins, dans les milieux aquatiques, qui fasse du water polo, de la natation sportive, même de la natation synchronisée, en fait, tu développes une certaine agilité dans l'eau et tu deviens aquatique. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez aquatique parce que j'ai commencé la natation très jeune. Et donc forcément, si t'es aquatique, t'es moins fatigué, tu te fatigues moins que quelqu'un qui est moins aquatique, hein. Donc c'est dans ce sens-là plutôt. Ouais, malgré tout, tu nous dis, tu t'entraînais pas correctement et du coup tes seuils bas étaient pas bons. Donc c'est pas parce que tu te sens plus à l'aise, c'est pas parce que tu te sens mieux, c'est pas parce que tu te sens moins fatigué. Et on le répète, on gagne pas un triathlon avec la natation, mais on peut perdre un triathlon à cause de la natation, surtout en D1. Voilà, tu avais quand même une marge de progression et c'est bien que tu t'en sois rendu compte avec l'aide d'un entraîneur, mais comme quoi, même si c'est le sport parmi les 3 ou 4 ou 5, si on intègre aussi les entraînements invisibles, si on intègre aussi les gains marginaux, si on intègre aussi la PPG, etc., qu'il y a une marge de progression. Oui, il y a une grosse marge de progression. Alors après, je m'entraîne spécifiquement pour de l'ALF. Donc je développe plus tout ce que j'avais développé à l'époque, que ce soit vitesse, résistance lactique. Donc je développe beaucoup plus en tout cas mes seuils, tu vois, sur de la zone 2 et de la zone 3 en natation. Et donc quand je dis que j'ai une grosse marge de progression, je parle vraiment sur ce spécifique allure-alf. Vraiment, quoi. Voilà. Ouais, ce qui te permet, quand tu sors des 1900 mètres, j'allais dire des 9000, oui. 1900 mètres de natation, de pas être cramé et de pouvoir monter aisément sur ton vélo et puis d'envoyer, quoi. Et du coup, même sur courte distance, je suis persuadé que je sortirais beaucoup moins fatigué, moins usé de la natation, parce que ça m'est arrivé, tu vois, sur des grands prix de sortir devant, mais c'était pas très agréable les sensations que j'avais à ce moment-là dans le corps, quoi, tu vois. J'étais pas en contrôle. Et c'est le problème, c'est que du coup je montais sur le vélo, ça allait, mais je posais le vélo, il me restait plus rien, je courais pas, quoi. Donc il y a ça aussi. J'ai acquis, je pense, sur ces 2 dernières années, une plus grosse endurance de force musculaire. Et je pense que c'est vraiment le facteur le plus important en triathlon. Parce que ça reste un sport
d'endurance et que tu fasses du court distance ou de l'half, c'est important d'avoir une endurance musculaire, quoi, de force musculaire. Et quand tu dis à cette époque-là, tu sortais de la natation, t'étais pas forcément bien, tu montais sur le vélo, bon, tu faisais comme tu pouvais, puis après tu courais plus. Ça veut dire quoi, pas courir pour toi? Ça fait un 10 en quoi? J'en sais rien, mais c'est sur les 5 km sur les Grands Prix, et je te jure, je devais courir 18 minutes. Hein. Ce qui est déjà pas mal, hein, c'est quand même pas donné à tout le monde. Ouais, alors c'est sûr que c'est pas du niveau... sur un Grand Prix, quand t'as les premiers qui courent 14-30, t'es inexistant sur la course, quoi. C'est ça, exactement. Heureusement que souvent je posais dans le groupe de tête ou dans le groupe juste derrière l'échappée. Ça permettait de pas faire dernier, mais les premières années en D1, c'était compliqué. Hein. J'avançais pas en course à pied, quoi. Donc je pense que déjà en course à pied, j'avais un niveau de base qui était pas très élevé. Mais en plus, comme je posais le vélo, que j'étais complètement fatigué et épuisé des 2 disciplines précédentes, il se passait pas grand-chose, quoi. Dans ces tests que tu as fait avec ton nouvel entraîneur, dans toute cette stratégie d'entraînement que vous avez mis en place, est-ce que vous avez aussi recalibré le volume d'entraînement, le temps d'entraînement dans chacune des disciplines? Tu disais que t'estimes pas avoir un super niveau en course à pied. Est-ce que du coup vous avez augmenté la barre des exigences en termes de course à pied, rester un petit peu sur le même volume en vélo et puis diminuer la casse pour ainsi dire en natation où tu travailles plus sur l'endurance par exemple? Et tu sais quoi, ça va paraître un peu bizarre, je pense, pour certains, mais je cours moins qu'à l'époque. Mais mieux. Mais je fais beaucoup plus de qualitatif. Ça veut dire que je fais beaucoup moins de footing pour, entre guillemets, remplir la semaine en termes de volume, mais on fait beaucoup plus d'allures spécifiques et je sens vraiment. Alors, ça s'est pas encore traduit en compétition parce que, bien sûr, remarque, il y a une compétition, ça s'est bien passé, mais je pense que cette année, en n'ayant fait que ça de l'année, je pense que ça risque de progresser, en tout cas, en course à pied. Déjà, à l'entraînement, je vois les progrès c'est vraiment le jour et la nuit à l'entraînement, donc j'espère qu'en compétition, ça se passera bien. Mais en diminuant le volume, en mettant plus de qualité et plus de spécifique, j'ai en tout cas le sentiment et la sensation d'avoir vraiment progressé en course à pied. Et du coup, en vélo, je mets plus de volume qu'à l'époque. Alors, c'est aussi parce que je fais du long, donc forcément, il y a beaucoup plus besoin de volume que quand tu fais du court distance. Et en natation, je nage grossièrement pareil, en termes de quantité et de distance. La seule différence qu'il y a, c'est que à l'époque où je m'entraînais sur Montpellier, je nageais 5 fois, il y avait une fois où je nageais 3000 mètres, et maintenant avec Richard, je nage que 4 fois, et entre 5 et 6000 à chaque fois. C'est même rare de faire moins de 6000. Donc et je nage un jour sur 2, pour avoir le temps de récupérer musculairement. Et tu me disais en off que souvent t'enchaînes, donc tu fais du bi ou du tri quotidien, mais du bi ou du tri quotidien où tu les enchaînes, les entraînements. C'est-à-dire tu fais pas un le matin et un le soir. Là, en l'occurrence aujourd'hui, en début d'après-midi, tu vas rouler et après courir. Nager et après courir. Voilà, ouais. Alors je fais rarement du tri quotidien, ça m'arrive très rarement. Je fais par contre du bi quotidien tous les jours. Et ouais, j'enchaîne. On essaie d'enchaîner Alors c'est aussi d'un point de vue logistique, parce que le groupe vit sur Amélie-les-Bains et donc maintenant, mais Arthur, Richard et Sam, ils vivent sur Amélie-les-Bains. C'est environ 50 minutes, 45 minutes, 50 minutes de Perpignan, la piscine où on nage. Et donc généralement, ils mettent les vélos dans le minibus. On va nager le matin et on enchaîne en vélo en sortant de la natation. Tu vois, c'est un exemple où on enchaîne à pied. Comme ça permet de réduire un peu l'inertie au sein de la journée, quoi. Et aussi, c'est assez intéressant parce qu'en triathlon, on enchaîne, mine de rien, les 3 disciplines, quoi. Donc, faut être capable d'enchaîner, quoi. Au début, j'avais beaucoup de mal, parce que je n'étais pas du tout habitué à enchaîner. C'est vrai que je m'entraînais tôt le matin. Je nageais vers 6h30 à Montpellier. Je rentrais, donc soit j'allais au travail, soit je rentrais chez moi. Et le deuxième entraînement, il était qu'à 11h de la journée. Tu vois. Donc ça laissait quand même pas mal de temps de récupération entre 2 entraînements, quoi. Et donc ce qu'on a dû mettre en place... là tu te mets beaucoup plus en condition. En condition, donc du coup, j'ai dû faire attention à la consommation de glucides aussi pendant l'entraînement, parce que sinon tu peux pas te permettre d'enchaîner si tu consommes 0 glucides.
Et même d'un point de vue récupération, ça c'est des choses que je maîtrisais pas à l'époque avant de m'entraîner avec Richard, c'est que je mangeais vraiment rien pendant l'entraînement. Et maintenant je consomme des glucides à chaque entraînement, quoi. T'es sur quel modèle justement en termes d'alimentation? T'es plutôt sur tu augmentes au fur et à mesure ta consommation de glucides par heure. T'es plutôt sur du low carb. Tu fonctionnes comment? Ça dépend de l'intensité, mais je fais jamais de low carb, jamais, jamais, jamais. Même sur un footing de récupération très facile, je consomme des glucides. Ce sera au minimum, je pense, 90 grammes par heure. Et sur les intensités. Ouais, 90 grammes par heure, c'est énorme, surtout juste en footing. Ouais, ouais, peut-être. Mais ça passe. Et en compète, du coup? En compète, sur les alphes, je suis à 120, 125. Jusqu'à présent, c'est passé que 2 fois. Au début, j'ai eu beaucoup de mal. Et donc, en fait, vraiment, ce qu'il faut faire quand t'atteins des consommations de glucides aussi importantes, c'est vraiment d'y aller progressivement, quoi. Et donc, vraiment, à l'entraînement, même quand j'ai commencé à consommer des glucides, je mettais pas 90 grammes par heure, hein. J'ai commencé à 50, 60, et petit à petit, je suis monté jusqu'à 90. Et pareil pour les intensités à l'Uralf ou un peu plus hautes. Quand je suis monté à 120, j'y suis allé progressivement, quoi, pour habituer le corps à recevoir autant de glucides. Alors du coup, j'ai 2 questions là-dessus. Un, comment est-ce que tu ingères 120 grammes de glucides par heure en triathlon, hein, quand tu pars avec ton matos, en général, ton matos ou ton ravito, et c'est rare que tu aies un ravito au milieu, notamment en vélo ou en course à pied. Et puis 2, tu dis qu'au début, tu avais du mal, donc ça se concrétise comment, et des problèmes quand tu ingères trop de glucides? Alors, déjà en triathlon, j'utilise sous forme de gel, tu vois, que je mets, soit en Grand Prix, je les scotche sur mon vélo, ou alors je peux les mettre dans ma gourde. Enfin, je déchire le gel et je le mets à l'intérieur de ma gourde et je mets avec un petit peu d'eau. Sur les Alpha Ironman, je les mets dans la bento box qu'il y a sur mon cadre. Et comment ça se concrétise? Des douleurs abdominales, des vomissements, vraiment des crampes d'estomac, en fait, insupportables, quoi. Quand tu vas au-delà de la limite que ton estomac ou qu'est capable que ton corps est capable d'assimiler, quoi. Forcément, il rejette. Et comment tu la mesures? Enfin, est-ce que tu la mesures, cette limite, ou est-ce que c'est de l'empirique? C'est-à-dire, t'essayes, une fois 80 grammes, ça passe pas, l'entraînement d'après 70, ça passe pas, l'entraînement d'après 60, bon, ça a l'air de passer, et puis du coup, tu vas réaugmenter au fur et à mesure? Non, j'ai fait dans le sens inverse. J'ai commencé à 60 tranquillement, ça passait, 70 ça passait, 80 ça passait, 90 ça passait, petit à petit. C'est en course, c'est plus à l'entraînement, c'est quasiment toujours passé. C'est plus en course que ça passait moins, quoi. Mais forcément en course t'es un peu moins dans le contrôle, donc ton estomac, ton appareil digestif, il est moins irrigué, il y a moins de sang qui passe, donc l'assimilation est beaucoup plus compliquée. Et donc ingérer des grosses quantités de glucides en course, si t'es même pas encore tout à fait habitué à le faire, ou tu viens juste d'être habitué à le faire à l'entraînement, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais les paramètres sont pas les mêmes. Déjà, déjà c'est rare qu'à l'entraînement tu fasses du half. Tu t'entraînes sur des distances half enchaînées déjà. Ensuite, t'as le stress, t'as les conditions climatiques qui jouent pas forcément en ta faveur. Exactement. Il fasse très chaud, il peut faire très chaud, donc faut aussi ingérer des sels minéraux, tu vois, pour éviter de crampes. Il y a énormément de paramètres. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi une fois de temps en temps faire des simulations de course à l'entraînement, quoi. Pas sur la durée, mais plus sur l'intensité. Et donc faire des enchaînements, c'est aussi intéressant pour ça. Forcément, ouais. Et du coup, les jours où tu t'entraînes pas, est-ce que tu consommes aussi des glucides, ou est-ce que tu réserves ça uniquement pour les jours d'entraînement et de compétition? Non, les jours où du coup, ça ouvre aussi le chapitre est-ce qu'il y a des jours où tu t'entraînes pas? Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, il y a très peu de jours où je m'entraîne pas quand même. Ça arrive une fois de temps en temps, mais non, on a des jours au choix, mais souvent je fais un sport, ou même un ou 2 sports, mais vraiment très tranquille, et je vais faire 1h30 de vélo, quoi. Et un petit footing de 40 minutes. Mais non, je consomme tout le temps des glucides. Et ça me permet de mieux récupérer aussi. Donc, j'utilise vraiment pas du tout le schéma low carb, comme tu as pu le dire plus tôt. Pas du tout. Je pense que ça marche, mais c'est compliqué à mettre en place parce que du coup,
tu peux pas te permettre de mettre autant d'intensité chaque jour à l'entraînement, quoi. Ça c'est trop coûteux, tu n'as pas le temps de récupérer. Donc on fait le choix de consommer forcément des glucides à chaque fois, quoi. Tu dis quand même que les jours où tu es plus ou moins off, tu fais des petites sorties tranquilles, 1h30 de vélo et un petit footing de 40 minutes, ça représente quand même plus de 2 heures. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une journée de récup comme ça. C'est très bas, c'est vraiment, je tourne les jambes et je fais un petit footing très tranquille pour récupérer, quoi. Moi, je trouve que ça me permet de récupérer, ça me permet de sortir un peu de chez moi, de m'aérer. Mais c'est vraiment rare que j'ai une journée très très facile, quoi. Et la politique justement de Richard sur les pauses, est-ce que c'est 7 jours sur 7 les entraînements? Est-ce qu'il y a un jour off dans la semaine ou c'est tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois? Enfin, quelle est son approche là-dessus? Il n'y a pas vraiment de politique précise, tu vois, le day off, il va pas être planifié toutes les 2 semaines, non, il n'y a pas de... Après on discute vraiment beaucoup avec Richard, tu vois, on essaye de savoir comment je me sens, on échange beaucoup sur l'entraînement, de toute façon je le vois tous les jours, hein, donc comment je me sens à l'entraînement, si ça va, si je suis stressé, il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en compte, hein, que l'entraînement. Tu peux avoir la vie perso qui te fatigue aussi un petit peu nerveusement, donc on essaye de discuter pour mettre en place les semaines d'entraînement, et c'est quelqu'un de très à l'écoute. Donc, il a énormément d'expérience, donc il sait comment planifier une semaine, comment gérer un athlète, en fait. Sur l'aspect, tout ce qu'il y a à côté du triathlon, notamment la nutrition, tu dis que tu consommes beaucoup de glucides, tout ça, ça a un coût. Comment est-ce que tu finances ta carrière naissante, pour ainsi dire, ton année de transition vers une carrière de triathlète professionnel? J'ai la chance d'être aidé par Endurance, qui m'aide, en fait, pour ma consommation de glucides, quoi. Il m'envoie des produits et ça me permet d'être serein, en tout cas sur la consommation de glucides. Financièrement, là-dessus, je sais que je peux compter sur eux, donc c'est assez cool. Après, il faut acheter un vélo ou ça, c'est déjà fait? Ça, c'est déjà fait, hein, et j'ai mis de côté quand je travaillais, quand j'étais prof, et j'ai acheté un vélo. J'ai pas un vélo, non, j'ai un Cervélo P5 de l'ancien. Tu sais, j'ai pas celui avec les freins à disque, j'ai le Hold. Et j'ai un peu bricolé pour essayer d'adapter la position, d'être un peu plus aéro. Et voilà. Donc t'as un seul vélo? Non, j'ai un vélo de route aussi pour les grands prix. J'ai un vélo de chrono pour de contre-la-montre pour les distances half Ironman. Et j'ai un vélo de route classique pour les grands prix de première division parce que les courses elles sont en drafting, donc interdiction aux prolongateurs et au lot de chrono. Comment est-ce que tu construis cette carrière naissante, justement? Quels sont tes objectifs pour 2024 et quels seront les piliers, les milestones qui valideront que l'année prochaine tu continueras dans ton projet ou tu essaieras de retourner toquer à la porte de l'éducation nationale? Ou pas? Alors déjà, j'espère pas devoir toquer à la porte de l'éducation nationale. Et on a mis, par rapport en fait au projet à long terme qu'on avait fixé avec Richard, on a planifié des courses qui étaient intéressantes de faire. Et voilà. Donc, tu veux savoir mon calendrier un petit peu? Ouais, mais justement, les courses que tu as planifiées, c'est sur quoi? C'est sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Et puis en gros, pour 2024, sur 2024, ton calendrier. Puis dans 2 ans, ton objectif, c'est quoi? C'est de gagner à Hawaï? Non, peut-être dans 2 pas, ans, ce sera parce Nice. que déjà, moi, j'ai jamais fait d'Ironman et je pense que ça te demande une maturité musculaire et une endurance de force plus importante que 2 ans d'entraînement avec, même si ça fait longtemps que je m'entraîne, hein. Je pense que le spécifique d'Ironman, c'est beaucoup plus long. Ça demande énormément de temps de pratique à l'entraînement. Tu vois, ça se construit pas. Ça se construit pas comme ça. Là, les gens ont l'image de Sam parce qu'il a gagné à 24 ans, mais ça fait énormément d'années qu'il s'entraîne, Sam. Il fait du triathlon depuis qu'il a 3 ans, donc ça, lui, il avait 21 ans d'entraînement derrière, quoi. C'est ça, quoi. Donc, c'est pas pareil, quoi. Et non, du coup, l'objectif à long terme, ça serait plus, tu vois, en tout cas, ce qui me fait envie, c'est de rentrer sur le PTO, le T100 maintenant, le circuit T100. Et donc pour ça, il faut marquer des points en PTO, il faut faire plus de courses où il y a du monde, se faire connaître. Il y a aussi l'aspect
réseaux sociaux qui rentrent en compte parce que maintenant ils regardent aussi ça, le PTO. Et donc on essaie d'identifier un petit peu tous les paramètres et on établit un plan sur 2 ans, 3 ans avec Richard, quoi. Parce que rentrer dans le PTO et dans le top 100, ça veut dire que ça peut te permettre d'avoir une rémunération qui sera versée par qui? Par le PTO, par un club, par une structure privée? Quand tu es signé par le T100, tu sais, le nouveau circuit PTO, là, ça a changé de nom, mais tu signes un contrat financier. Et sinon, je sais qu'il y a des wildcards, donc il y a des athlètes qui sont invités à chaque événement. Et pour rentrer dans les wildcards, faut quand même être classé dans les 30 meilleurs mondiaux au classement PTO. Donc ça, c'est l'objectif à long terme, c'est de rentrer et d'être signé au T100. Donc d'ici 3 ans, tu vois, à peu près. Et avant, c'est l'objectif à moyen terme, c'est de se rapprocher au plus vite du top 50, top 40 au classement PTO. Donc pour ça, ça va nécessiter de faire des courses challenge ou labellisé Ironman un petit peu partout, en essayant de choisir les courses où les points PTO sont les plus hauts, quoi. Et donc ça, c'est le plan que vous avez construit avec Richard pour pouvoir atteindre cet objectif d'ici 2-3 ans. Exactement. Après, ça se trouve que ça va changer, hein, mais c'est le plan actuel. Je sais qu'il y a quand même la distance Ironman qui me fait envie. Tu vois, alors, est-ce que je vais essayer cette année? Est-ce que ce sera l'année prochaine? Je sais pas encore. Ça dépendra de plein de choses, de la forme, du calendrier qui a pas été tout à fait fini. Tu vois, j'ai planifié le calendrier de début de saison, mais le calendrier de fin de saison est pas encore fini. Donc ça va dépendre de plein de choses. Mais peut-être que le projet changera, mais non, pour le moment, ouais, c'est quelque chose qui me fait envie, quoi. Parce que ça me rappelle un peu les Grands Prix, en fait. L'ambiance, au final, c'est sans drafting, hein, mais il y a une sensation de vitesse. C'est pas des courses où tu vois personne pendant 180 bornes. Tu vois, comme tu peux avoir à Lanzarote, l'Ironman de Lanzarote, ils sont pas souvent ensemble, quoi, les mecs, hein. Donc, au PTO, il y a beaucoup plus de visuels avec toute l'adversité, quoi. Parce que c'est quelque chose que tu retrouves sur Ironman et pas forcément sur 73? Non, là, il y a beaucoup plus de contact avec les adversaires sur Half, et donc du coup sur la distance 73 que sur Ironman, ouais. Après, je pense j'étais pas à Nice, mais à mon avis à Nice, au championnat du monde chez les pros, il y avait énormément de densité. C'était le championnat du monde. Voilà, c'est exactement ce que mais sur beaucoup d'Ironman, les mecs sont tout seuls pendant des heures, quoi. Et c'est pas forcément ce qui me fait envie tout de suite, quoi. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune, justement? Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Un petit jeune qui voudrait lui aussi devenir triathlète. Donc allez, on va prendre un petit Chenzino de 14 ans qui se dit bon, la natation, ouais, bof. Mais tiens, si je testais le triathlon, et puis il fait 1 an ou 2 et il se dit tiens, j'aimerais bien devenir triathlète pro. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? De bien s'entourer. Ouais, c'est le meilleur conseil, en fait, de bien s'entourer. Et surtout de pas oublier de vraiment s'amuser. Parce que si tu fais quelque chose qui t'anime pas plus que ça, c'est compliqué de viser le haut niveau, tu vois. Donc ouais, de s'amuser à fond avec ses copains à l'entraînement et de bien s'entourer, d'écouter les conseils de ses parents, parce que ils ont souvent raison. Et vas-y, dis-le plus fort. Je montrerai ce passage-là juste pour mon fils de 14 ans, hein, parce qu'à cet âge-là, on a du mal à écouter ses parents. On les prend un peu pour des. Ils ont tout le temps raison. Tu vois, tu t'en rends compte après, une fois que t'as fait la connerie, que tu t'as le regret, tu peux putain, j'aurais dû les écouter, quoi. Non, c'est important. C'est le prof qui parle ou c'est vraiment Non, c'est moi. L'ancien ado. On fait plein d'erreurs dans la vie, tu vois, et après tu te fais putain, c'est vrai que si je les avais écoutés. Non, ouais, écoute, je pense que l'entourage c'est important. Bah, tu vois, avec Sam, plus sérieusement, tu vois que l'entourage est très solide et c'est ce qui permet de monter au haut niveau. Que ça soit pas forcément que familial, hein, même les amis et tout, faut avoir une base solide, je pense. Et surtout de faire ça par passion et par kiff, c'est très important, quoi.
Tu parles d'entourage. Dans cet entourage, est-ce que tu mets aussi des spécialistes dans leur domaine? Alors, on parlait rapidement des gains marginaux tout à l'heure, mais on parle de plus en plus de préparation mentale, de préparation physique, au-delà de l'entraînement, hein, de sophrologie, de travail sur l'alimentation, sur le sommeil, sur la respiration. Est-ce que toi, tu t'es entouré de tous ces spécialistes-là? La nutrition, c'est un peu mon point faible. Après, ma mère elle a une formation en naturopathie et donc elle s'y connaît pas mal. Donc on essaye de mettre en place un petit peu mais c'est vrai que moi, la nutrition, j'adore manger, c'est compliqué, quoi. J'adore la charcuterie. Ça, c'est des choses qui sont un peu un frein à la récupération, mine de rien. Tu sais, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Regarde, moi je me suis lancé dans un défi. Pendant 3 ans, j'ai été vegan, mais parce que j'avais en ligne de mire mon défi. Pourtant, je suis un épicurien. J'aime la charcute, j'aime la viande, j'aime le pinard, mais voilà. C'est sûr. Après, tout ce qui est préparation mentale actuellement, j'ai un ami qui s'occupe de ça. Il s'appelle Maxime Campenet. Il est étudiant en master 2 ou master 1 à l'UFR STAPS de Montpellier, en psy-coach. Donc c'est lui qui s'occupe un petit peu de ma prépa mentale. Et jusqu'à présent, j'étais pas très ouvert là-dessus. Et en fait, comme c'est quelqu'un que je connais et en qui j'ai confiance, c'est beaucoup plus simple pour moi de lui faire confiance sur tout l'aspect prépa mentale. Et voilà. Pourquoi c'est quelque chose dans lequel tu n'avais pas forcément confiance? C'est pas que j'avais pas confiance, c'est plus aussi j'avais déjà essayé avec d'autres prépa mentales. Et c'est juste que c'était contraignant. En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'était une tâche en plus à faire au milieu de la journée ou le soir, et j'avais pas envie que ça me prenne la tête plus que ça, parce que la prépa mentale, c'est pas censé te prendre du temps ou t'embêter. Justement, c'est fait pour t'aider. Donc ouais, je trouvais pas trop d'intérêt, ça me prenait du temps, ça me prenait la tête, et j'avais pas envie de me prendre la tête à ce moment-là. Et dans l'approche de mon pote Maxime là qui s'occupe de moi, il y a pas de prise de tête, et c'est beaucoup plus agréable vraiment de se pencher sur l'aspect prépa, quoi. Prépa mentale. C'est sûr que ça doit être sympa, la prépa mentale à la terrasse d'un café avec une petite bière. Ça doit changer, voilà. D'être dans un cabinet assez austère, non? Non, on le fait tranquille. Je peux être dans un lit, dans un canapé. Souvent, on s'appelle, je mets les écouteurs, mais c'est pas des exercices très compliqués. C'est beaucoup, on discute, on échange. Un peu, tu sais, comme un psy. Enfin, j'en sais rien, je suis jamais allé chez psy, mais c'est l'image que j'ai, discuter avec son patient. Bah, là, on discute, on parle de l'entraînement, et on met des petites activités, des petites choses en place au moment où on parle d'une compétition qui va arriver ou d'un entraînement qui va se passer. Et c'est un peu inconscient, hein, tout ce qui se passe, et ça marche, en tout cas, pour moi, ça marche plutôt bien. Donc, c'est pas contraignant, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas envie de... Tout ce qui est contraignant, j'essaye de l'enlever de ma vie. Et voilà. Bon, on a compris que tu as enlevé l'éducation nationale, et ouais. Ça venait du cœur quand tu as dit non, j'ai pas envie d'y retourner. Non, ouais. Ça, c'était quelque chose de contraignant pour toi? Après, le travail n'était pas contraignant. Non. Ce qui était un peu plus compliqué, c'est que je travaillais, comme je t'ai dit, à 1 heure de chez moi. Là, c'est vraiment les trajets en voiture étaient contraignants pour l'entraînement. C'était compliqué de s'entraîner correctement, d'assimiler, d'absorber l'entraînement, parce que s'entraîner, c'est une chose, mais il fallait aussi toutes les phases de récupération que j'avais pas. L'alimentation, c'était catastrophique. Je mangeais vite fait un petit sandwich. Je partais à l'entraînement 1 heure après, où je mangeais pas le midi pour aller m'entraîner entre 2 heures de cours. Donc, c'est pas le métier. Super. Qui était... Exactement la démarche qu'il faut avoir. Voilà, exactement. C'est pas le métier qui était contraignant, c'est plus le train de vie, quoi. Après, l'éducation nationale, on pourra en parler pendant des heures, mais c'est un autre discours, c'est un autre podcast. Ouais, on fera un autre épisode là-dessus. On va pas rentrer dans le débat. On se veut apolitique sur le podcast, hein. On est là pour donner des bons conseils, pour mettre le maximum de gens au triathlon, et ceux qui y sont déjà pour les faire progresser, quand même. Écouter leurs parents. Merci Chenzino. T'es aussi ambassadeur de Triathlon. Alors je le redis à chaque fois, hein, quand je prononce ce nom, c'est pas que je bute, mais c'est simplement que c'est l'association Triathlon avec 3A
3A, comme athlète, adrénaline, animation. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc, je suis ambassadeur de l'association Triathlon avec 3A, qui a pour but du coup de promouvoir le triathlon en soutenant les triathlètes professionnels français, donc de toutes distances et disciplines confondues. Tu peux avoir des triathlètes du court distance, du longue distance, des paratriathlètes et des cross-triathlètes, et tout ça va se faire par le biais en fait d'actions de communication marketing. Il y aura aussi des services d'assistance administrative et juridique, des actions de prévention santé, un parcours d'identification et de formation des futurs sportifs élites, et quelque chose de super important pour les athlètes qui essayent de se professionnaliser et même les athlètes professionnels, c'est la mise en relation avec les partenaires et les sponsors. Donc en 2023, l'association Triathlon a mis en place un super projet. Ils ont lancé un circuit national longue distance, donc pour le moment qui est composé de 4 épreuves. La première sera à Lacanau, ensuite on aura la seconde à Obernai, la troisième c'est Montauban, et ensuite on aura la grande finale à Royan. Donc ça c'est un super projet qui a été mis en place. Cette année, donc pour la première année, le circuit sera ouvert aux triathlètes professionnels masculins uniquement. En revanche, chez les féminines, les groupes d'âge peuvent participer et participeront aux côtés des élites. Et à la clé, les athlètes pourront se partager un prize money global de 30 000 euros. Donc c'est quand même quelque chose de super intéressant pour tous les jeunes triathlètes qui se lancent dans le longue distance. Tu vois, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu encore. Autant de prize money et même un circuit. Il n'y avait pas de circuit avant longue distance en France. Donc c'est une bonne opportunité pour nous. Donc là, je suis vraiment super heureux et super satisfait de faire partie du collectif. On est même plus de 15 athlètes, je dirais. Donc avec toute expérience différente. Donc il y a des plus âgés, des plus jeunes. On court sur des distances différentes. On se partage des tuyaux, on s'entraide. Il y a vraiment une bonne ambiance au sein de l'association. Donc ça, c'est super cool. Je pense que c'est vraiment bon pour le triathlon français qui est vraiment en train de se développer et de devenir vraiment plus qu'émergent. Surtout sur le longue distance, et ça donne de la motivation de faire bien les choses, de mieux s'entraîner, et de faire des super compètes, quoi. On se sent moins seul, on se sent épaulé, et c'est vrai que c'est ce qui manquait, je pense, pour des athlètes comme moi, tu vois, qui essayent de se professionnaliser de plus en plus, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de super qui a été mis en place par David de l'association Triathlon. Et on le remercie d'ailleurs. Et voilà. Super, écoute, merci Chenzin. On a presque passé 1 heure ensemble à parler de toi, à parler du triathlon. Allez, la dernière question, qui est la question signature de ce podcast, qui s'appelle Devenir triathlète. Comment, à ton avis, on peut devenir triathlète ? Par passion. C'est la passion qui fait que tu deviens un triathlète. Tu ne deviens pas triathlète en pratiquant juste pour t'entretenir comme ça. C'est un train de vie, c'est tout un état d'esprit. Donc, je dirais la passion. Écoute, je te remercie. De rien, avec plaisir. J'espère qu'on a transmis la passion à nos auditeurs et à nos auditrices. Et puis, si on veut te contacter, rester en contact avec toi, si on veut suivre ton actualité, si on veut venir te rejoindre sur une course pour te faire un coucou, pour te dire qu'on t'a écouté sur le podcast Devenir triathlète, ça se passe sur quels réseaux sociaux ? Sur Instagram, surtout, c'est le seul réseau social où je suis actif. Donc, c'est Chenzino Lebeau, tout accroché sur Instagram. Bon, et Lebeau avec OT à la fin. OT, exactement. Voilà. LEBOT. Super. De toute façon, je remettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci encore, Chenzin. Je te souhaite une bonne journée, un bon entraînement, et puis à bientôt, peut-être, sur une course. À bientôt, ouais. Ciao. Merci, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.